Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils? Quels sont leurs secrets? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Place à l'épisode. Lounis Gugil, le best buddy des télévendeurs. À vrai dire, Lounis Gugil lui-même n'est pas un roi du phoning, mais son entreprise permet aux télévendeurs de génie de marquer encore plus de buts. Il nous raconte également les difficultés à dénicher les perles rares. La sienne s'appelle Sophie Anne. Alors j'ai commencé ma carrière pas du tout dans la téléphonie, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie il y a pas mal d'années maintenant, en 95, dans des sociétés américaines. Alors je me suis rendu compte que le téléphone était un outil incroyable. Bon, à l'époque ça coûtait extrêmement cher déjà le téléphone, tu sais, j'étais dans les affaires à l'international et je suis tombé dans le téléphone justement parce que dans la société que j'avais créée, nous avions des factures de téléphone complètement dingues. On s'est intéressé à la façon de pouvoir réduire ces factures et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Et c'est là que j'ai compris finalement tout le potentiel du téléphone. Je me suis d'abord intéressé pour baisser mes factures et très rapidement j'ai compris que j'allais en faire un business. D'accord. La question, pour revenir, tu as toi-même prospecté dans ta vie par téléphone, tu as essayé de prendre des rendez-vous avec des prospects, avec des rencontres par téléphone? Ou tu as toujours utilisé LinkedIn, même si ça n'existait pas à l'époque, je suppose? Alors, à l'époque, oui. Je me souviens alors, ça fait pas mal d'années. Hein. Le problème, c'est qu'on prospectait, nous, à l'international. On était basé en France, on prospectait beaucoup vers l'Allemagne. C'était un marché très, très important pour nous. Et je me rappelle encore qu'à l'époque, on avait acheté des annuaires allemands, des annuaires papier allemands. Je ne me souviens plus exactement comment on les avait obtenus, mais bon, comme je parle aussi un petit peu allemand, je me souviens de longues journées de phoning en allemand pour du B2B. Et là, à l'époque, on recherchait des distributeurs dans le domaine, un domaine très particulier, hein, mais voilà, c'était des tissus techniques, du papier, des tissus en verre imprégnés de téflon, voilà. D'accord. Ouais. Donc il fallait maîtriser la langue et apparemment donc, le fichier c'était l'annuaire, c'est ça? Absolument. Et ça marchait bien? Les gens décrochaient le téléphone? À l'époque, les gens décrochaient énormément. C'était tellement facile d'avoir l'attention des gens. Les gens étaient contents de recevoir un coup de fil. Alors, je te dis, moi, j'étais beaucoup plus dans le B2B hein, que le B2C. Mais c'était un bonheur, en fait. Chaque coup de fil était l'occasion de discuter avec la personne de plus que business. Et puis, bon, on appelait depuis la France vers l'Allemagne. C'était un plaisir à l'époque de téléphoner. Oui. C'est plus le cas quand tu dis plaisir, c'est moins le cas aujourd'hui de téléphone, c'est moins le cas, c'est moins un plaisir? Alors, effectivement, même dans le B2B, tu te rends compte des difficultés finalement maintenant de réussir à joindre des personnes. C'est marrant parce que nous, chez Magniphone, maintenant, nous sommes en train de prospecter de nouveaux segments sur lesquels nous ne sommes pas très présents. Nous sommes à la recherche maintenant de centres d'appel internalisés et nous avons pris une personne qui s'appelle Sophie Anne. Elle est intérimaire chez nous, spécialiste en appel sortant, et son bureau est tout près du mien. Et quand je l'entends passer ses coups de fil, avec une gentillesse, avec une technique, moi elle me désarçonne à chaque fois. Et je me rends compte que son métier est tellement difficile. Voilà. Donc oui, je te confirme, c'est beaucoup plus compliqué de le faire, mais heureusement qu'il y a des gens qui sont ultra forts. C'est pas mon cas, mais il y en a qui sont extrêmement forts. C'est une très bonne entrée en matière. Tu as trouvé cette jeune Sophie Anne
parce que tu voulais trouver une intérimaire ou parce que tu as cherché tellement que finalement c'est une agence d'intérim qui t'a trouvé cette personne adéquate? Alors, en fait, on a cherché cette personne parce que nous avions d'abord tenté de confier cette mission de qualification d'un fichier. On a un fichier de 30 000 sociétés. Alors on a recherché, on a fait appel à un fournisseur de fichiers. Je ne sais plus exactement comment on a fait, je crois que c'était par SIRET ou des choses comme ça, avec le numéro qui correspond au centre d'appel. Et on avait confié cette mission à un de nos clients. Je t'ai expliqué qu'on était opérateur telco, donc on a beaucoup de clients centre d'appel, notamment un client qui fait beaucoup de B2B. Et on s'est dit, c'est une bonne occasion de faire travailler nos clients. Et franchement, nous avons été tellement déçus. Au bout de 2 semaines, il n'y avait rien. Il y avait juste des plaintes sur la qualité de notre fichier. Et bon, on s'est dit, on va peut-être essayer de le faire un peu différemment, de le faire en interne. Et bon, avec l'avantage, bien entendu, de pouvoir la former. Elle est dans nos locaux, elle a un accès direct à nos collègues. Et je suis super satisfait, finalement, d'avoir fait ce mouvement-là et de prendre quelqu'un en interne pour faire du phoning. Et bon, ça m'ouvre aussi les yeux sur pas mal de choses, pas mal de difficultés que rencontrent nos clients et le fait que la téléphonie, la prise de rendez-vous par téléphone, c'est un art. Moi, j'appelle ça un art, enfin, véritablement. Ouais. Revenons à ça justement quand tu l'écoutes, puisque manifestement elle est à côté de toi. Qu'est-ce qui te surprend qu'elle garde son calme et sa joie, son sourire malgré les difficultés, et aussi peut-être que son sourire est une arme incroyable, que sa gentillesse ou son empathie s'entend au téléphone? C'est exactement ça. C'est sa gentillesse, son empathie, sa capacité à remercier les personnes quand elles lui disent qu'elles ne sont pas intéressées, qu'elles n'ont pas le temps. Elle arrive à rebondir sur un refus de répondre avec une telle gentillesse qu'elle termine toujours avec l'obtention d'un rendez-vous pour le lendemain. Donc c'est « Ah mais bien entendu, excusez-moi de vous avoir dérangé, ah je comprends comme vous devez être occupé, ah là là je m'excuse, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû, enfin bon je sais même plus les mots qu'elle utilise. » Et puis après je l'entends à la fin de la conversation « D'accord, je vous rappelle demain à 14h30 », enfin c'est incroyable. Voilà, et donc oui, effectivement, en me mettant moi à sa place, je sais que ça serait vraiment, une fois que la personne me dit qu'elle n'est pas intéressée, je m'excuse ou pas, et puis je raccroche. Mais oui, je crois qu'il y a une partie d'empathie qui est extraordinaire. Voilà, et aussi des techniques. Hein. Ce sont des gens qui ont construit des techniques incroyables. Ouais. Arrêtons-nous là-dessus, puisque tu travailles avec beaucoup de centres d'appel, de gens qui prospectent, qui sont les plus grands opérateurs mondiaux du BPO, que tu fréquentes. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce que tu as appris quand tu écoutes des fois des conversations? C'est lié à quoi l'efficacité? C'est lié en partie au fichier, à l'automate d'appel, à la capacité d'appeler les personnes au bon moment, à la qualité de la voix, aux items qui sont liés au téléopérateur ou à la téléopératrice. Comment tu pourrais trier ça de façon un peu scientifique? Alors il y a plusieurs choses. Il y a bien entendu le talent du téléopérateur, ça c'est indéniable et c'est ce que j'ai vu avec notamment notre Sophie Anne. J'ai vu que cette partie est absolument primordiale. C'est son vrai nom, hein? Oui, c'est son vrai nom. C'est pas Dominique Duval, c'est Sophie Anne. Voilà, son prénom. C'est son prénom. Sophie Anne. Voilà, Sophie Anne. Donc il y a le talent déjà, d'une part, mais et c'est pour ça que je pense que je fais partie de ton podcast, c'est que nous sommes un opérateur qui est convaincu qu'il y a également des solutions techniques qui vont permettre de faciliter la vie des téléopérateurs lors de campagnes d'appels sortantes. Tu es au courant comme moi, et tu dois recevoir comme moi un certain nombre d'appels de téléprospection par semaine ou par mois, et ce que moi j'appelle la signature centre d'appel et ce silence insupportable que tu as lorsque tu décroches un appel non sollicité et qui fait que tu sais immédiatement, enfin au bout de 2-3 secondes de silence, personne au bout du fil, tu sais que c'est un centre d'appel qui t'appelle, tu vois. Et ces dernières années, l'agacement est monté croissant dans la population française sur ces appels non sollicités.
Et je pense maintenant, enfin je suis persuadé, je le sais, puisqu'on a fait des mesures également d'impact de cette signature centre d'appel, finalement sur le fait de pouvoir continuer la conversation de façon sereine, on se rend compte que dans quasiment 20% des cas, cette signature de centre d'appel signifie la fin de l'appel. La personne raccroche tout simplement. Ça y est, elle sait que c'est un centre d'appel, je raccroche. Donc nous nous positionnons finalement comme société qui réussit à enlever cet obstacle qui selon nous est absolument énorme et qui prend de plus en plus de place dans l'efficacité d'une campagne d'appel sortant en gommant tout simplement cette problématique. Et c'est là que ma présence finalement dans ce podcast reprend son sens. Il y a des techniques humaines pour faire en sorte que la conversation se passe le mieux possible, mais il y a également des technologies. Et moi j'interviens au nom finalement de cette société qui apporte des technologies qui vont aider ensuite l'humain à prendre la relève. Donc j'aide moi les centres d'appel à mettre et les prospects et leurs agents dans les meilleures conditions pour commencer l'appel. Et ce n'est pas rien. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, comme je te le disais, c'est entre 15 et 20% d'échecs. On revient, si je reformule pour un néophyte, tu veux dire qu'il y a des apparences, des choses qui font qu'on reconnaît qu'on est sur la téléprospection de masse et que celles-là sont tellement mal vécues qu'elles provoquent le raccrochage de la personne sollicitée. Ce blanc, est-ce qu'on peut l'expliquer? Il s'agit de quoi? Comment on peut expliquer ce blanc à quelqu'un qui ne le connaît pas? Oui, c'est très simple. En fait, il faut comprendre que un plateau de centre d'appel, ce sont des centaines ou des dizaines ou des centaines de téléopérateurs qui sont censés prospecter et puis essayer de vendre un produit ou un service. Il est bien entendu qu'on ne veut pas que ces téléconseillers perdent du temps à parler à des répondeurs. Il faut savoir que maintenant, en moyenne, lorsque vous appelez 100 numéros, 100 personnes de façon non sollicitée, il y en a en moyenne 25 qui répondent, d'accord, qui décrochent. Le reste, ce sont soit des répondeurs, soit des sonneries dans le vide, d'accord. Donc imaginez-vous si ces centaines de téléopérateurs devaient passer 75% de leur temps à écouter des sonneries ou à écouter des répondeurs. Donc il y a une technologie qui permet de qualifier les appels au décroché. Donc au moment où le téléphone décroche, il y a un petit robot qui écoute les premiers mots qui sont dits et qui doit qualifier le plus vite possible celui qui est au bout du fil. Est-ce un humain qui a répondu ou est-ce un répondeur? Et s'il s'agit d'un répondeur, l'appel est coupé pour ne pas faire perdre du temps au téléopérateur. L'appel ne va pas être transféré. Absolument. Mais, comme je l'expliquais, ce petit robot doit écouter les premiers mots. Il écoute les premiers mots. Donc, pendant que le robot écoute, le téléopérateur n'est pas encore au bout du fil. Et c'est ça qui génère ce temps. Le temps que le robot ait écouté le premier ou le deuxième mot, le allô par exemple, et qu'il ait attendu un certain temps pour être sûr que c'était un humain, à ce moment-là seulement il va transférer l'appel. C'est cette latence en fait. C'est cette latence. Et c'est cette technologie qui crée cette latence, qui crée cette attente insupportable du prospect qui va soit générer un raccroché, soit va générer un état d'esprit du prospect, en général non propice à un échange serein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui arriverait, un VRP qui rentrerait dans votre appartement pour vous vendre des encyclopédies et qu'on n'aurait pas, à qui on n'aurait même pas ouvert la porte, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Quand on dit ça, la société existe depuis des années. Est-ce que tout le monde devrait l'utiliser? Es-tu surpris des fois que tout le monde n'utilise pas ces technologies? Alors, il y en a quand même beaucoup qui les utilisent. Hein. On travaille avec 9 des 10 plus gros BPO français. On travaille probablement avec quasiment 70% des acteurs du marché. Donc oui, je pense que tout le monde devrait l'utiliser. Alors, je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas plaire à certains, mais tous ceux qui respectent leurs prospects devraient l'utiliser. Et je me rends compte, je viens souvent à tes événements, hein, Manuel, et c'est là que j'ai appris, j'ai entendu des termes comme l'enchantement client, enfin j'entends parler du respect du client, l'enchantement, le surenchantement, des choses incroyables. Et je me dis à chaque fois, on parle tellement bien du client et on maltraite tellement le prospect. Mais le client
de demain et le prospect d'aujourd'hui. Et il y a pour moi quelque chose de complètement dingue de dire qu'on va appeler en masse ces prospects. On ne va pas les considérer. On va des fois leur raccrocher au nez. On va faire tellement de choses alors qu'il y a des technologies pour pouvoir gommer tout ça. Et bien entendu, tu me diras, mais pourquoi ils ne bossent pas tous avec vous? Tout simplement parce que cette technologie a un coût et qui, souvent, pour lesquels certaines sociétés, en tous les cas, n'arrivent pas à comprendre le ROI. Donc c'est un calcul de ROI qui a été prouvé, mais qui dans certains cas, lorsqu'on annonce un prix de 50% supérieur à la concurrence, des fois la conversation s'arrête là. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas chez tout le monde, ou en tous les cas pas encore chez tout le monde. Cette Sofiane qui téléphone à côté de toi, elle t'a convaincu, elle t'a fait changer sur quelle conviction? Tu t'es rendu compte que en fait, ça te tenait aussi à l'agent, quoi, à la qualité de son caractère, à son savoir-faire dans ce domaine. Comment on peut trouver ce type de personne? Comment l'as-tu trouvé déjà, toi? Alors, nous, on l'a trouvé... On l'a vu après des échecs, déjà. Oui, on l'a trouvé en faisant appel à des sociétés d'intérim locales à Vannes, parce que nous sommes basés à Vannes. Nous avons fait passer des interviews à je ne sais combien de personnes avant finalement de retenir Sofiane, mais je crois que c'était aussi finalement quelque sorte un coup de chance. De temps en temps, on a de la chance quand même de tomber sur la bonne personne. Et là, je crois qu'on a vraiment une chance extraordinaire de tomber sur cette personne-là. Et je pense, pour répondre à ta question, je pense que c'est un talent que certaines personnes ont. Alors, il y a des sociétés de formation, d'accompagnement qui font en sorte que finalement, toute personne qui a une certaine sensibilité quand même à ce métier-là puisse finalement être formée et être améliorée. Mais je pense malgré tout qu'il y a quand même certaines personnes qui sortent du lot. Je pense qu'elle porte en elle finalement une empathie naturelle, une gentillesse naturelle, une capacité d'absorber finalement des fois des réactions absolument inamicales ou même rageuses en gardant le sourire. Enfin, voilà, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris qu'il existe certains caractères que je ne peux pas soupçonner, que je ne pouvais même pas soupçonner. Voilà. L'un des associés, l'un des cofondateurs de Manifold, c'est Shakib, qui est également quelqu'un qui m'a toujours impressionné par sa maestria au téléphone. Sa pugnacité, sa maestria, oui. Comment on pourrait définir le savoir-faire de Shakib et qu'est-ce qu'il dirait s'il répondait à ce podcast? Tu as connu Shakib de quelle façon? Shakib, je l'ai connu sur les bancs, je l'ai connu à l'école en fait. On a fait notre master ensemble. Et c'est comme ça que j'ai connu Shakib. Shakib a une capacité à s'accrocher, à ne jamais abandonner au téléphone, à rentrer par la fenêtre, comme on dit, à mettre le pied à travers la porte. C'est quelqu'un qui pourrait essuyer 15 refus et revenir une 16e fois avec le même sourire, avec la même gentillesse. Donc ça, c'est une de ses très grandes qualités. Sa deuxième grande qualité, c'est que c'est une personne qui a une mémoire absolument phénoménale. Elle va se rappeler de tout avec chacune des personnes qu'elle a rencontrées. Donc Shakib va se souvenir de tout. Et ça, effectivement, ça aussi, c'est une grande force finalement de gens qui sont très forts au téléphone, c'est qu'ils vont toujours savoir replacer la petite anecdote ou rappeler un peu ce qui s'est passé dans le passé pour remettre la personne à l'aise. Il a un CRM intégré dans la tête. Il a un CRM, exactement, un CRM dans le cerveau. Un CRM. C'est ça. Intégré. Ouais. Tu crois, aujourd'hui, on est à l'époque du digital, de l'IA, du scrapping de fichiers sur LinkedIn. Si on devait résumer tes grandes convictions sur ce qui va faire l'avenir de la sollicitation par téléphone, est-ce que déjà elle va mourir puisque les gens ne vont plus vouloir être sollicités? Est-ce qu'il va falloir faire du matching au préalable entre des gens, des fichiers, etc. Quelles sont tes convictions, sachant qu'au moment où on se parle, on est en 2023? Alors, ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que l'appel non sollicité et non informé, en tous les cas, va avoir de plus en plus de mal à être accepté. Non sollicité, on sait ce que ça veut dire. Non informé, c'est autre chose. Non informé, c'est au moment où mon téléphone sonne, j'aimerais bien pouvoir décider à l'avance de décrocher ou pas, en sachant qui m'appelle. Donc je pense que c'est ça la prochaine grande évolution dans ce domaine du télédémarchage. C'est de faire en sorte que la personne voit sur son écran qui est en train de l'appeler. Je pense que ça permettrait
à tout le monde d'y trouver son compte. Premièrement, aux personnes qui sont appelées de ne plus se sentir aussi agressées, parce que en fait, on est agressé lorsqu'on décroche auprès de quelqu'un qui nous propose des choses qu'on ne veut absolument pas entendre. Voilà. Je pense que ce n'est pas le fait de recevoir des appels auxquels on ne répond pas qui est le plus agaçant. Il y a énormément de personnes qui décrochent quand même le téléphone parce que, je sais pas, pour une raison X ou Y, elles vont décrocher le téléphone, soit parce que ce sont des personnes qui sont ouvertes, et il y en a quand même, heureusement, sinon le télédémarchage n'aurait aucun sens, mais il y a des personnes qui décrochent parce qu'elles pensaient peut-être que c'est un appel d'un livreur, que c'est un appel d'un numéro qu'elles ne connaissent pas, du banquier, des choses comme ça. Et ce sont ces personnes qui sont les plus virulentes ensuite. Lorsque finalement elle se dit j'ai été appelé, j'attendais un coup de fil mais je n'ai pas été appelé par la personne à laquelle je pensais. Donc je crois que certaines technologies naissantes, mais qui ne seront pas en place avant 2 ans, hein, il faut comprendre ça. Donc il y a le RCS maintenant qui va probablement être la technologie qui va être adoptée par tout le monde pour pouvoir transmettre des informations en même temps que l'appel ou juste avant l'appel et qui vont permettre finalement d'afficher sur le téléphone l'identité de celui qui appelle et aussi la raison de l'appel. Donc moi je pense que ça continuera de cette façon-là et ce qui permettra et aux appelés et aux appelants finalement de moins perdre leur temps. Mais je pense que ça aura un impact sur les centres d'appel quand même. Pourquoi 2 ans ? Pour des raisons d'adoption de technologie, il y a des réunions qui sont avec lesquelles il y a toujours un calendrier finalement de discussion. Là, ce sont des réunions qui ont lieu et à la FFT et au sein d'un groupe de travail qui s'appelle le MAN, mécanisme d'authentification des numéros. Une première étape est passée donc, en juillet de cette année avec l'obligation pour chacun des opérateurs de signer électroniquement chacun des appels pour signifier, pour prouver qu'il connaît finalement l'émetteur de l'appel. Et maintenant, on va essayer de partir de cette signature pour ajouter des informations. Et ce groupe de travail a été créé, ils en sont à leur première réunion, mais on parle déjà de cette technologie qui semblerait, qui va être adoptée. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie comme ça qui rentre finalement dans des normes, ça prend un certain temps, 1 an finalement de réunion, et ensuite 1 an à 18 mois pour permettre à tous les équipements du marché à intégrer cette technologie. Donc allez au plus tôt 1 an, 1 an et demi, pour que les premiers opérateurs s'emparent du sujet, mais pour que ce soit vraiment disponible pour tout le monde et de façon automatisée, il faut compter 18 mois, 2 ans. Ouais. Imaginons que tu donnes quelques conseils à quelqu'un qui regarde ce podcast, qui est un chef d'entreprise, qui a besoin de faire de la prospection par téléphone, qui a des commerces excédentaires, ou que tu sois un jeune télévendeur. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais avec ton background, ton parcours, qui lui permettrait d'être plus efficace dans son utilisation commerciale du téléphone? Tu as le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, premièrement, le sourcing du fichier. D'accord, ce qu'on voit, nous, avec nos douzaines, nos centaines même de clients, on se rend compte qu'il y en a certains qui sont dont les campagnes, en tous les cas, sont beaucoup plus efficaces au niveau joignabilité. Il y en a certains qui arrivent à faire décrocher 35% de leurs appels, alors qu'il y en a d'autres qui plafonnent à 10%. Une fois qu'on s'intéresse un petit peu plus à la raison, c'est le fichier. De vouloir à tout prix économiser tellement sur le fichier que certains font du séquentiel jusqu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent un numéro, le numéro suivant qu'ils appellent c'est +1, le numéro d'après c'est +1, et ça, c'est juste impensable, mais ça existe encore. Hein. Donc ce genre de stratégie d'appel, je pense qu'on va appeler ça une stratégie, mais existe encore, ça n'a pas de sens en tous les cas de faire des choses comme ça. Donc premièrement, de bien réfléchir à son fichier, de qualifier son fichier, d'accord ? Ensuite, de prendre du temps pour préparer son argumentaire. En règle générale, ça se passe dans les premières secondes déjà pour captiver l'attention de son interlocuteur. Un pitch, hein, c'est un peu comme ce qu'on a appris, le elevator pitch, en 30 secondes, il faut que tu vendes ton truc. Là, je dirais que dans les 10-15 premières secondes, au moins que tu aies l'attention de la personne. Donc, extrêmement important de travailler son script et son pitch.
initial, et puis de penser au plan B. La personne ne répond pas. Bon, heureusement maintenant tout le monde parle de multicanalité. Essayez de voir aussi d'autres canaux, le SMS, WhatsApp, bien entendu, le mailing, des choses comme ça. Donc voilà, les trois choses, c'est le sourcing des fichiers, le script, les canaux alternatifs. Et la quatrième qui implicite, c'est trouver votre Sophia d'avant. Mais bon, supposons, je pensais que tu me demandais des conseils à donner à celui qui allait passer l'appel. Non, effectivement, si c'est pas toi qui passe l'appel, trouvez ta Sophia. Combien d'interviews pour trouver une candidate de ce calibre? On a vraiment eu de la chance. Je pense que c'était à 5 ou 6. On est... Ça change tout. On était chanceux.